Bonsoir tout le monde. Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle séance de votre matière droit des affaires. Matière pour laquelle nous avons choisi de travailler dans un premier temps sur les instruments de paiement et de crédit. Et nous avons commencé par la lettre de change. Donc, nous avons dit que c'est un document qui est commercial par la forme et qui est généralement utilisé par des commerçants pour les besoins de leur commerce. La dernière fois, on a eu l'occasion de présenter les conditions d'émission de la lettre de change. Donc, cette émission de la lettre de change obéit à un certain nombre de règles que l'usateur a précisées dans les articles 159 et suivants du Code de commerce. Et nous avons dit que cette lettre de change n'obéit pas beaucoup à un formalisme rigoureux. Certes, le législateur l'a encadré par un certain nombre de règles impératives, mais il a aussi laissé la possibilité aux contractants pour pouvoir ajouter d'autres clauses au contrat. Voilà pourquoi nous avons distingué entre les mentions obligatoires et les mentions facultatives. Donc aujourd'hui, on va nous focaliser sur les garanties de paiement de la lettre de change. Donc, le législateur présente dans le Code de commerce un certain nombre de garanties pour le détenteur de la lettre de change, pour le pousser à avoir confiance dans cette opération dans laquelle on va utiliser cet instrument de paiement et de crédit qui est la lettre de change. Donc, pour pousser les commerçants et les encourager à utiliser la lettre de change, le législateur présente certaines garanties. Ces garanties varient entre ceux ou bien celles qui sont conventionnelles et des garanties qui sont légales. Qu'ils soient conventionnelles ou légales, ces garanties permettent de limiter le risque de non-paiement. Ça veut dire, en présentant ces garanties que nous allons présenter aujourd'hui, le législateur permet aux commerçants d'avoir confiance encore plus dans l'utilisation de ce moyen de paiement et de crédit. Donc, qu'il s'agisse de garanties conventionnelles ou bien légales, ces garanties font partie intégrante de la lettre de change. Qu'il s'agisse de garanties conventionnelles ou légales, ces garanties tirent leur existence, comme je précise ici, de la signature du titre. Ça veut dire, si vous n'avez pas encore signé le titre, vous ne présentez aucune garantie. Donc, pour que vous soyez lié, il faut apposer votre signature. Donc, aujourd'hui, on va présenter les garanties conventionnelles, à savoir l'acceptation et l'aval. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va essayer de présenter les garanties légales. Donc, commençons par les garanties conventionnelles.
Donc, les garanties conventionnelles, comme je viens de dire, c'est l'acceptation et l'aval. Qu'est-ce que l'acceptation? Législateur a encadré cette garantie qui est l'acceptation par un certain nombre de dispositions telles que précisées dans les articles 174 jusqu'à 179 du Code de commerce. Il définit l'acceptation comme, on peut définir l'acceptation comme l'engagement pris par le tiré de payer la lettre de change à l'échéance. Payer à qui? Bien sûr, un porteur légitime et non pas un porteur qui, par hasard, a trouvé une lettre de change abandonnée sur un lieu déterminé. Ou bien, on ne peut jamais présenter une garantie pour payer une personne qui n'était pas partie à cette opération, ou bien qui a volé le titre. Voilà pourquoi on précise que c'est un acte par lequel le tiré s'engage à payer le montant de la lettre de change à la personne qui en sera le porteur légitime. Non pas à tout moment, mais au moment exact où on doit payer, ce qu'on appelle la date d'échéance. Parce que généralement, la lettre de change, sur une lettre de change, bien, une lettre de change n'est pas payable, je dis bien généralement, n'est pas payable le jour même de sa production. Généralement, on octroie un délai au tiré, à celui qui doit payer, pour préparer la somme d'argent correspondant au titre produit par le titre. Donc, qu'est-ce que l'acceptation? L'acceptation, c'est la signature du tiré qui accepte de payer le bénéficiaire lorsque la date d'échéance arrive. Par sa signature, il devient le débiteur principal. Avant sa signature, le tiré n'était pas engagé. Il ne devient débiteur principal qu'à partir du moment où il s'est engagé par sa signature sur la lettre de change. Dans ce cas, il s'engage cambièrement à l'égard à la fois du porteur, légitime bien sûr, et à l'égard de tous les endosseurs qui ont apposé leur signature sur le dos du titre, sur le verso du titre. Parce que nous avons dit la dernière fois qu'une lettre de change est transmissible. Il peut être endossé et transmise entre plusieurs personnes jusqu'à l'infini. Mais jusqu'au moment où il doit où la date d'échéance arrive. Ensuite, le tiré devient débiteur principal envers le tireur, parce que le tiré fait présumer l'existence de la provision. Qu'est-ce que la provision? C'est ce que nous allons détailler par la suite. C'est la cause de son engagement. Pourquoi il s'est engagé? Par exemple, parce qu'il a reçu des marchandises. Le tireur, c'est le vendeur. Le tiré, c'est l'acheteur. Le bénéficiaire, c'est une autre personne qui doit de l'argent au tireur. Ou bien, à qui le tireur doit de l'argent, pardon. Donc, on a une relation triangulaire. Le tireur va tirer une lettre de change sur le tiré et il va lui envoyer des marchandises. Lorsque les marchandises arrivent chez le tiré, bien sûr, normalement, il doit accepter le titre pour présenter une garantie
au bénéficiaire que lorsque la date d'échéance arrive, c'est moi qui va vous payer et non pas le tireur. Donc c'est comme ça que les choses marchent. Donc pour que cette acceptation soit faite, il faut présenter le titre au tiré. Il s'agit d'une créance qui n'est pas portable, mais qui est quérable. Ça veut dire que c'est le porteur du titre, le porteur légitime, qui doit se déplacer chez le tiré pour demander l'acceptation. Oui, Dua? Vous voulez intervenir? Sinon, désactivez votre micro. Donc, vous pouvez activer vos caméras pour que je puisse vous voir. Donc, je vous dis que le porteur légitime du titre doit, en principe, se déplacer au domicile de tiré pour demander l'acceptation. Cette acceptation reste facultative. En principe, rien n'oblige un porteur légitime de se déplacer chez le tiré pour demander une acceptation, pour demander sa signature. Cependant, nous avons dit que pour que mon esprit soit tranquille, moi en tant que porteur légitime, il est normal que je me déplace chez le tiré pour lui demander d'apposer sa signature. C'est une garantie pour moi, comme quoi je serai payé lorsque la date d'échéance arrivera. Sinon, si je n'ai pas sa signature aujourd'hui, peut-être à l'échéance, il peut dire non, je ne vais pas payer. Je n'ai rien signé, je ne suis pas engagé. Bien sûr, des recours peuvent s'ouvrir dans ce cas. Voilà pourquoi on dit que la présentation de la lettre de change à l'acceptation est facultative. Sinon, si la lettre de change n'est pas acceptée, il sera difficile de la transmettre. Il sera difficilement négociable. Les autres personnes, lorsque je vais l'endosser pour la transmettre à une autre personne, l'autre commerçant, peut refuser ce moyen de paiement parce qu'il n'y a pas une garantie qu'il sera payé. Parce que le tiré n'est pas encore engagé par sa signature sur le titre. Est-ce clair? Donc, cependant, si le principe est que l'acceptation est facultative, il y a des cas où cette acceptation devient obligatoire. Il y a d'autres cas où la présentation à l'acceptation est totalement interdite. Dans quel cas elle est obligatoire? La présentation de l'acceptation devient obligatoire lorsque nous avons une lettre de change émise à un certain délai de vue. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qu'une lettre de change émise à un certain délai de vue? Donc, une lettre de change, normalement, comporte une échéance. Il faut attendre cette échéance avant de demander le paiement du prix. Voilà pourquoi on la qualifie d'instrument de paiement et de crédit. Nous avons dit que celui qui utilise la lettre de change ne se libère pas sur le champ, mais présente une promesse de paiement. Une lettre de change qui ne comporte pas une échéance peut être émise à vue. Une lettre de change à vue, ça veut dire qu'il ne comporte aucune échéance, aucune date. Le porteur légitime peut à n'importe quel moment présenter le titre selon ça, selon ce qu'il choisit, selon ses intérêts.
présenter le titre au paiement à n'importe quel moment. Maintenant, lorsqu'il est émis un certain délai de vue, est-ce qu'il peut présenter à n'importe quel moment? Non. Elle est émise à 30 jours de vue, ça veut dire ce de vue commence à courir à partir du moment où le tiré accepte. Je vais simplifier en donnant une illustration. Nous avons une relation triangulaire entre un vendeur, un acheteur et un bénéficiaire. Donc le vendeur tire la lettre de change sur l'acheteur. Donc j'ai conclu le marché aujourd'hui, j'ai tiré la lettre de change sur Monsieur X avec un délai de vue de 30 jours. On commence à compter ces 30 jours à partir de quel moment? À partir du moment où le bénéficiaire se déplace chez le tiré pour demander l'acceptation. Une fois l'acceptation du tiré est apposée sur la lettre de change, elle a un délai de 30 jours pour demander le paiement. D'accord? Donc, la loi 1595, ça veut dire le code de commerce, précise que une lettre de change émise un certain délai de vue doit être présentée à l'acceptation dans un délai d'un an, à partir de sa date de création. On ne peut pas dépasser un an. Vous avez un an, à n'importe quel moment dans cette année, vous pouvez vous déplacer chez le tiré pour demander l'acceptation. À partir de cette acceptation, il faut attendre ce délai de vue. Elle est par contre interdite lorsqu'il est payable à vue. À quoi bon va servir l'acceptation si je peux, à n'importe quel moment, demander paiement? Voilà pourquoi on dit elle est à vue. Elle est comparable dans ce cas à un chèque. Un chèque ne peut comporter une échéance. Donc, lorsqu'il est payable à vue, l'acceptation ne sert à rien. Au lieu de présenter le titre O à l'acceptation, puisque vous allez vous déplacer pour demander l'acceptation, donc demandez directement le paiement. Donc, ou bien lorsqu'il comporte une clause non acceptable. C'est une clause que le tireur peut ajouter sur le titre pour interdire aux bénéficiaires ou bien aux porteurs légitimes de demander l'acceptation. Et la troisième personne qui est le bénéficiaire ou bien le porteur légitime ne peut demander l'acceptation parce que elle est interdite par celui qui a qui a créé le titre. Donc, lorsque je crée le titre, je mets non acceptable. À cette exception, il y a une exception. C'est ce qu'on appelle l'exception de l'exception. C'est lorsque il s'agit d'une lettre de change payable à un tierce ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré. Ou bien lorsque cette lettre de change est tirée avec un certain délai de vue. Lorsqu'on on crée une lettre de change avec un certain délai de vue, on ne peut pas ajouter cette mention non acceptable. La clause non acceptable n'est pas autorisée sur une lettre de change émise à un certain délai de vue. Parce que dans le délai de vue, l'acceptation devient obligatoire avant de commencer à compter le délai pour se faire payer. Donc, il y a une contradiction entre la clause d'interdiction et le fait d'émettre une lettre de change avec un certain délai de vue. Donc, j'espère que c'est clair. Maintenant, les modalités et les formes
Oui, monsieur Mkhlouf? Monsieur d'abord l'acceptation qui est demandée à le bénéficiaire بوحده. Pardon? L'acceptation. Le bénéficiaire هو اللي كيدومونديها بوحده. Bien sûr. Celui qui porte le titre. D'accord? Donc, Oui, mais on préfère utiliser le porteur légitime au lieu de bénéficiaire. Parce que le bénéficiaire, c'est celui dont le nom est transcrit au début. Mais la lettre peut être endossée et il peut transiter entre plusieurs personnes. Voilà pourquoi on préfère utiliser le porteur légitime. N'importe quel porteur légitime, qu'il s'agit du bénéficiaire principal qui est le premier bénéficiaire ou bien des bénéficiaires qui sont venus par la suite et qui sont devenus bénéficiaires par endossement. D'accord? Oui, monsieur, ou la lettre de change émet un délai de vue. C'est la demande obligatoire قبل ما تفيكسا la date d'échéance. Répétez s'il vous plaît. La lettre d'échange est mise à un délai de vue. La demande obligatoire avant de fixer la date d'échéance. La date d'échéance, on ne peut pas la compter tant que le tiré n'a pas encore signé, n'a pas encore accepté. Lorsque je dis elle est émise un certain délai de vue, quel est ce délai de vue? 30 jours, 40 jours, 50 jours? À partir de quel moment? C'est 50 jours. À partir de la signature. Voilà pourquoi elle est obligatoire, la signature. L'acceptation est obligatoire parce que c'est à partir de ce moment qu'on va commencer à compter ce délai de vue. T'as compris, Mohamed? Oui, monsieur, oui. D'accord, je continue. Donc maintenant, quelles sont les modalités et les formes d'acceptation? Donc, l'acceptation doit être écrite. On ne peut pas accepter, c'est un formalisme en droit des affaires pour les instruments de paiement et de crédit. On ne peut pas accepter oralement. Vous ne pouvez pas présenter ou bien appeler par téléphone parce que dans le commerce, on accepte la conclusion d'un certain nombre de contrats, soit par téléphone, soit par poignée de main, ainsi de suite. Ici, l'acceptation doit être écrite. C'est une condition de validité. L'acceptation doit être pure et simple. Il n'y a pas une expression qui a été imposée par le législateur qui doit être mise sur la lettre de change pour qu'on puisse dire voilà l'expression qui vaut acceptation. Donc, il ne peut être conditionnel. J'accepte à condition que vous me présentez le titre dans 2 mois au lieu d'1 mois. À condition que le paiement soit fractionné en 3 fois. Non, il ne peut être conditionnel. D'accord? Mais le tiré peut accepter partiellement. Ça veut dire quoi, accepter partiellement? Ça veut dire, il peut accepter ou bien limiter l'acceptation à une partie de la somme demandée, à une partie de la somme transcrite sur le titre. Donc, parce que, pour lui, c'est la somme qu'il doit au tireur. Je me suis mis d'accord avec le tireur qui est mon vendeur, qui est le vendeur, qui est mon fournisseur, que les marchandises qu'il va me livrer équivaut à la somme de 100 000 dirhams. Alors qu'aujourd'hui, je suis surpris de recevoir un titre sur lequel on me demande d'accepter 120 000 dirhams. Donc, il y a une différence de 20 000 dirhams. Donc, puisque nous nous sommes mis d'accord sur 100 000 dirhams, je ne vais accepter que 100 000 dirhams. Voilà pourquoi le législateur a précisé que l'acceptation partielle, partielle de quoi? Partielle de la somme transcrite sur le titre est autorisée. Mais il ne peut être conditionné. La lettre de change doit être présentée à l'acceptation du tiré ou bien de son mandataire.
Parce que dans le commerce, on n'agit pas tout le temps nous-mêmes, on n'accomplit pas tous les actes pour nous-mêmes. On peut demander ce sont des mandataires qui accomplissent, qui signent pour tout le monde, pour le compte de la société, pour représenter les autres actionnaires, ainsi de suite. Donc, ou de son mandataire par le porteur ou même par un simple détenteur au lieu du domicile du tiré, dans l'intervalle entre sa création et son échéance. Cela veut dire quoi? Que l'acceptation ne peut être demandée après la date d'échéance. D'accord, Mohamed? Donc, si nous avons créé un titre aujourd'hui et la date d'échéance, ça veut dire la date de paiement, et par exemple, si c'était aujourd'hui le 25/12, on doit présenter le titre au paiement et non pas l'acceptation. Donc, entre la date de création et l'échéance, on peut demander l'acceptation. En dehors de ce délai, on ne peut pas demander l'acceptation. Donc, comme je viens de dire, il n'y a pas une forme particulière pour exprimer son consentement, pour présenter son acceptation en tant que tiré. Vous pouvez utiliser le terme accepter, ou bien bon pour acceptation, ou bien tout simplement la simple signature du tiré sur une partie qui est réservée à l'acceptation, vaut acceptation. Donc, le constat maintenant. Dans la pratique, on constate que, comme je vous ai dit, le titre est difficilement négociable, est difficilement transmissible, difficilement endossable entre les commerçants s'il ne porte pas d'acceptation. Voilà pourquoi dans la pratique, c'est le tireur même qui a créé le titre qui présente le titre le plus souvent au tiré pour accepter, pour acceptation, pour qu'il soit facilement négociable par la suite, pour qu'il soit accepté par la suite par les autres endosseurs. Sinon, les autres vont refuser. Ils vont dire au tireur, non, on ne va pas accepter votre titre parce que le tiré n'a pas encore accepté. Il peut nous refuser le paiement. D'accord? Vous avez compris? Donc là, c'est comme ça que ça se passe dans la pratique. Maintenant, les effets de l'acceptation. Quels sont les effets de l'acceptation? Une fois accepté, quelles sont les conséquences? Quels sont les effets? Tout d'abord, premier effet, c'est la création d'une obligation cambiaire. À l'égard de qui? À l'égard, bien sûr, du tiré. C'est lui qui va apposer sa signature. Donc, il s'engage cambiairement. Ça veut dire, auparavant, puisqu'il n'a pas encore signé, il n'était pas engagé cambiairement. Peut-être il était engagé civilement, parce qu'il a conclu un marché avec le tireur. Et le tireur doit prouver par les procédés du droit civil et non pas du droit commercial l'existence d'une créance. Maintenant, une fois elle a accepté, on va lui appliquer l'ensemble des dispositions qui concernent la lettre de change. C'est ce qu'on appelle le droit cambiaire. Donc, il s'agit de créer ici une obligation cambiaire dont le tiré devient le débiteur principal. Donc, le tiré devient le débiteur principal. Auparavant, le tireur s'est engagé avec le bénéficiaire. C'était une affaire entre le bénéficiaire et le tiré, parce que le tiré a exprimé son consentement de donner une somme d'argent au bénéficiaire. Avant la signature du tiré, c'était le tireur qui est engagé envers le bénéficiaire. Mais après la signature du tiré, c'est le tiré maintenant qui est engagé envers le bénéficiaire et envers les autres endosseurs qui vont recevoir le titre à titre légitime. Maintenant, deuxième effet, c'est ce qu'on appelle
la purge des exceptions. Qu'est-ce qu'on entend par purge des exceptions? Ça veut dire que les exceptions que peut utiliser le tiret pour exprimer pour ne pas payer, par exemple, puisqu'il n'a pas encore reçu la provision, ne seront pas fondées. Qu'est-ce que la provision? Ça veut dire la marchandise. Même si vous n'avez pas encore reçu les marchandises puisque vous avez accepté, donc vous devez payer. Le tiret, autrement dit, le tiret ne sera pas fondé à opposer au porteur de bonne foi, bien sûr, de bonne foi, les exceptions tirées de son rapport personnel avec le tireur, qui est le vendeur dans la plupart des cas, qui est le fournisseur. Une illustration pour bien comprendre. Nous avons un vendeur qui a conclu un marché pour livrer la somme de 50 000 dirhams de marchandises à l'acheteur X. Donc, nous avons conclu le marché peut-être par téléphone, peut-être par un contrat. Et tout de suite, 2 jours après, avant même que les marchandises soient livrées, j'ai créé un titre qui est une lettre de change et j'ai présenté Monsieur Y comme bénéficiaire sur le titre, sur la lettre de change. Une fois Monsieur Y va recevoir le titre, il va le présenter au paiement. Moi, en tant qu'acheteur de bonne foi, je vais signer parce que j'ai confiance dans le fournisseur. Même s'il ne m'a pas encore livré les marchandises, je sais qu'il va me livrer les marchandises. Donc, le temps passe, le moment du paiement est arrivé, le bénéficiaire va présenter le titre au paiement. Je vais lui dire non, je ne vais pas vous payer parce que je ne devais pas, ou bien je ne devais rien au tireur qui a créé ce titre parce que je n'ai pas encore reçu provision, je n'ai pas encore reçu la livraison des marchandises. Eh bien, en droit cambiaire, on dit qu'il y a une purge des exceptions. Cette exception doit être soulevée contre le tireur et non pas contre moi en tant que bénéficiaire de bonne foi. D'accord? Donc, c'est entre toi et le tireur. Au lieu de de se poser à moi parce que vous n'avez pas reçu le marchandise, moi je suis de bonne foi. Donnez-moi l'argent et allez demander à votre fournisseur de vous fournir les marchandises ou bien de vous donner votre argent. C'est une affaire entre vous et le tireur. D'accord? Troisième effet, le caractère irrévocable. Ça veut dire quoi? Caractère irrévocable. Ça veut dire, une fois vous avez produit une acceptation, vous ne pouvez pas demander de revenir sur votre décision. D'accord? Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Caractère irrévocable. Vous ne pouvez pas revenir sur votre acceptation. Une fois vous avez accepté, c'est une fois pour toutes. Ensuite, troisième effet, solidarité du tiré avec tous les signataires de la traite. La solidarité du tiré avec tous les signataires de la traite. Une fois vous avez apposé votre signature, vous devenez tous solidaires pour le paiement du porteur légitime du titre. Voilà la spécificité du droit cambiaire. Tous les signataires sont solidaires avec le tiré pour le paiement du porteur légitime. Si le tiré ne dispose pas du montant total de la somme contenue sur le titre,
j'ai le droit en tant que bénéficiaire, en tant que porteur légitime, de demander à toute personne qui a signé le titre, qu'il soit tireur, endosseur, avaliseur, de me payer. Ou bien de revenir sur le plus solvable parmi tous ces signataires. Donc, solidarité du tiré avec tous les signataires de la traite. Et enfin, dernier effet, la possibilité de diligenter une procédure d'injonction de payer. Donc, qu'est-ce qu'une procédure d'injonction de payer? C'est une procédure que permet la procédure civile marocaine et française et qui permet, et c'est une procédure rapide pour récupérer votre argent lorsque vous disposez d'un titre comme la lettre de change. Donc, vous le présentez au tribunal et il y a une procédure rapide qui oblige injonction, ça veut dire il y a ici un ordre. Le tribunal donne un ordre et il exécute dans des délais très brefs pour amener le débiteur à payer la somme d'argent correspondante à la somme contenue dans le titre. D'accord? Donc, il vous permet d'aller directement au tribunal pour demander le paiement rapide de votre argent. Là, ce sont les 5 effets de l'acceptation. Maintenant, si le tiré refuse d'accepter, quels sont les effets? Quelles sont les conséquences? On peut se demander, il y a plusieurs cas où le tiré refuse d'accepter pour plusieurs raisons. Dans la plupart des cas, puisqu'il est insolvable. Donc, en refusant de signer le titre, signature qui vaut acceptation, le tiré démontre que le rapport fondamental avec le tireur n'existe pas, ou bien n'existait plus, ou bien présentait des défauts, ou bien présente des défauts. Ce qui va mettre en danger le paiement, ce qui va amener le bénéficiaire ou bien le porteur légitime à se diriger directement vers la justice. Donc, le refus d'acceptation par le tiré entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens de celui-ci. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, si je présente le titre à l'acceptation et le tiré refuse, cela doit me pousser à soupçonner le tiré de ne pas avoir la possibilité de payer par la suite. Si vous n'acceptez pas aujourd'hui, ça veut dire que vous ne voulez pas payer à l'échéance. Ça veut dire que vous ne disposez pas de l'argent. Vous ne voulez pas être engagé aujourd'hui parce que soit vous ne voulez pas payer, soit vous refusez de payer tout simplement. Donc, le tiré ici, dans ce cas, n'est pas engagé. Néanmoins, il reste débiteur et doit quand même payer, non pas en se basant sur le rapport cambiaire, puisqu'il n'a pas signé, mais en se basant sur ce qu'on appelle en droit civil la cession simplifiée de créance. Donc, le porteur légitime de bonne foi, à partir du moment où le tiré refuse acceptation, il va établir un protet qui est le refus d'acceptation. Il peut commencer ses recours devant le tribunal parce que le tiré a déjà manifesté une mauvaise attitude
en refusant d'accepter la lettre de change. Est-ce clair? Je répète et je clarifie encore plus. S'il y a un défaut d'acceptation, ça veut dire que le tiré ne veut pas s'engager avec nous dans cette démarche cambiaire. Ça veut dire, puisque lui, peut-être il a reçu déjà les marchandises, ou bien il sait qu'il va les recevoir, mais il refuse d'accepter. Ça veut dire, oh, fort possible, il ne va pas payer à l'échéance. Si moi je porte un titre et je veux l'utiliser avec d'autres endosseurs, pour que je puisse l'endosser et qu'il soit transmissible, il doit y avoir une acceptation. Donc, s'il n'est pas accepté, ça sera difficile de l'utiliser, de le négocier avec d'autres partenaires. Donc, voilà pourquoi le législateur permet aux porteurs légitimes de commencer ses recours contre le tiré qui refuse l'acceptation. D'accord? Donc, c'est l'effet principal du refus d'acceptation. On peut prendre l'exemple d'un fournisseur qui a émis une lettre de change au profit d'un acheteur sur la tête d'un autre acheteur détaillant. Donc, le détaillant refuse. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, j'ai dit que nous avons une relation triangulaire. Un fournisseur avec un fabricant et un détaillant, pardon. Donc, le fournisseur va créer un titre, une lettre de change pour le fabricant et le tiré sera tenu d'accepter. Le tiré, c'est le détaillant. Si le détaillant refuse l'acceptation, il sera néanmoins poursuivi sur la base de cette cession de créance en droit civil. On ne va pas le poursuivre par les dispositions du droit cambiaire, ça veut dire par les dispositions du Code de commerce, à partir de l'article 159 et suivant, mais sur la base du droit civil, puisqu'on doit démontrer qu'il existe une relation commerciale entre nous et nous avons produit ou bien livré les marchandises, Monsieur X ne voulait pas nous payer. Donc, dans les rapports tireur-bénéficiaire, il va y avoir transfert de propriété, de la provision. Cela veut dire quoi? Si le tiré refuse de signer, le bénéficiaire qui est, dans l'exemple que nous avons donné, le fabricant, va devenir le propriétaire de la marchandise qui a été livrée au détaillant. D'accord? Je répète. Moi, en tant que fournisseur, j'ai livré une quantité de marchandises correspondant à 50 000 dirhams à mon détaillant. Et j'ai tiré sur lui une lettre de change comportant ce montant-là, 50 000 dirhams. J'ai désigné comme bénéficiaire le fabricant. Le fabricant a présenté la lettre de change au détaillant. Le détaillant refuse. À partir de ce moment, de ce refus, le bénéficiaire qui est le fabricant devient le vrai propriétaire des marchandises qui ont été déjà livrées au tiré. Parce qu'on ne peut pas accepter un enrichissement sans cause. Le droit, qu'il soit marocain ou bien étranger, ne peut tolérer une telle attitude de la part du tiré. Donc, si vous ne voulez pas accepter, c'est moi qui deviens le propriétaire de la marchandise. Vous n'avez pas le droit de la revendre par la suite. Parce que finalement, cette somme transcrite, c'est l'équivalent de la marchandise qui vous a été livrée. Donc, dans ce cas, le tireur pourrait
faire constater officiellement un refus par un protêt. Qu'est-ce qu'un protêt? Donc, rappelez-vous bien de ce mot, le protêt. C'est un acte authentique qui est rédigé par un huissier de justice. Un huissier de justice, c'est un fonctionnaire du tribunal qui précise qu'il y a un refus d'acceptation de la part du tiré. C'est sur la base de ce protêt qu'on commence les recours, qu'on commence les poursuites judiciaires. On doit nécessairement établir ce protêt avant de s'adresser au juge. Donc voilà les défauts, les effets du défaut d'acceptation. Tout à l'heure, nous avons évoqué la nécessité de la provision. Pour que le tireur soit en position de force, pour justifier le bien fondé du titre qu'il a créé, il doit d'abord produire la provision, il doit d'abord livrer la marchandise, si vous voulez. Donc, l'article 166 du Code de commerce précise que la provision est une créance en somme d'argent ou bien en marchandise, parce que vous allez voir avec moi que la lettre de change, c'est un instrument de paiement et de crédit. Il peut être utilisé pour donner un crédit, pour octroyer un crédit. Donc voilà pourquoi on l'a défini comme une créance en somme d'argent ou bien marchandise que le tireur détient sur le tiré. Celui-ci est débiteur de la provision dès l'acceptation. Ça veut dire dès la signature du titre, de la lettre de change. S'il y a absence de provision, ce titre normalement est nul. On ne peut pas, sinon, toute personne peut prendre un bout de papier et tirer une lettre de change sur une autre personne, sans qu'il y ait une livraison de marchandises, sans qu'il y ait une relation commerciale entre eux, sans qu'il soit créancier, de cet autre contractant. Donc, il doit y avoir la provision, c'est l'objet même de ce titre qui est la lettre de change. Donc, dans la pratique, l'existence de la provision détermine l'acceptation. Si vous me demandez, dans la pratique, si vous me demandez d'accepter, donnez-moi ma marchandise d'abord. Livrez-moi la provision. Donnez-moi mon argent. D'accord? Voilà pourquoi on dit que c'est une condition. Mais, il faut apprendre, ou bien il faut recevoir cette condition, non pas comme une condition sine qua non, mais une condition demandée dans la pratique. Parce que rien n'interdit à un détaillant, à un tiré, d'accepter un titre sans qu'il reçoit, avant de recevoir la marchandise, avant de recevoir la provision. Si j'établis déjà des relations de confiance avec mon fournisseur, je sais bien qu'il va me livrer la marchandise. Donc, je peux accepter. Il y a des relations commerciales de longue durée entre nous. Donc, j'ai confiance dans mon fournisseur, je peux accepter. D'accord? Donc, l'existence de la provision revêt un enjeu triple pour les trois parties, le tireur, le tiré et le bénéficiaire ou bien le porteur toujours légitime. Et non pas celui qui a volé le titre ou bien qui s'est mis d'accord avec le tireur pour demander paiement de la part du tiré. Donc, commençons par l'intérêt pour le tiré. Donc, pour le tiré,
pour que le porteur final soit réglé lors de la présentation de la lettre de change au paiement, le tireur doit être créancier du tiré à l'échéance. Il doit lui avoir fourni la prestation promise. C'est ce que nous avons expliqué. Dans le cas contraire, ça veut dire, s'il n'a pas encore présenté la marchandise, livré la marchandise, ou bien la chose promise, le tiré pourra normalement ne pas payer, pourra refuser le paiement, car la créance que l'effet incorpore est soit éteinte, peut-être qu'il a déjà payé, soit il est privé du cause, parce que il arrive parfois que avant que le tireur produit crée un titre, je lui ai déjà, en tant qu'acheteur, je lui ai déjà versé la somme d'argent correspondante à la marchandise, à la provision, par virement bancaire. Donc, pourquoi je vais accepter? J'ai déjà payé le prix. Donc, et si la créance, elle est éteinte? Soit que je n'ai pas encore reçu la marchandise. Et là, nous avons dit que la provision est la cause même de mon engagement. Donc, je ne vais pas m'engager parce que je n'ai pas encore reçu provision. Donc, dans tous les cas, le tiré reste ou bien n'est pas débiteur du tireur. Dans ces cas, il ne peut être débiteur des tireurs. L'intérêt maintenant pour le tireur. L'intérêt de l'acceptation pour les tireurs. On va distinguer entre deux situations. Situation où elle est en rapport avec le tiré et situation où il est en rapport avec le porteur légitime. Donc, dans ces rapports avec le tiré, si le tireur est demeuré porteur de la lettre de change et que le tiré a accepté la traite, ce dernier pourra valablement lui opposer le défaut de provision puisqu'il s'agit d'une exception issue de leur rapport personnel. Donc, avec le tiré. Le tiré ne peut pas opposer au porteur légitime. Rappelez-vous, il ne peut s'opposer que au tireur. Il a un rapport avec le tireur et non pas avec le bénéficiaire, pour ne pas confondre. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de l'exception ou bien de l'inopposition des exceptions. On ne peut pas opposer au bénéficiaire si j'ai déjà signé. Mais je peux m'opposer de ne pas signer au tireur, généralement lorsque c'est lui-même le bénéficiaire, si vous ne m'avez pas encore donné ma marchandise, ma provision. Dans ces rapports maintenant avec le porteur, je parle du tireur, le rapport du tireur avec le porteur légitime. Si ce porteur légitime n'a pas reçu le paiement à l'échéance, parce que, tout simplement, le porteur a manqué à une obligation, celle de dresser un protêt. Je vous ai dit que lorsqu'il y a un défaut de paiement, lorsque le tiré refuse de payer, le bénéficiaire ou bien le porteur légitime doit demander à un huissier de justice de constater ce défaut de paiement sur un acte judiciaire. Donc, dans ce cas, le tireur n'est fondé à lui opposer sa négligence qu'à la condition qu'il ait fourni provision au tiré. Ça veut dire, vous ne devez pas me dire que je suis fautif alors que vous-même, vous êtes fautif. Vous devez d'abord accomplir votre mission, votre obligation qui est de livrer la marchandise et par la suite me dire, ah, c'est toi qui étais négligent. Moi, j'ai présenté mon obligation, j'ai accompli mon obligation. C'est vous, en tant que bénéficiaire, qui n'a pas accompli son obligation d'établir un protêt. C'est compris? Donc, avant de
de rejeter ma demande, il faut d'abord que vous accomplissiez vous-même votre obligation, qui est la livraison de la marchandise. Donc, sinon, le porteur négligent pourra, malgré tout, ça veut dire, si le tireur a déjà accompli son obligation, ça veut dire qu'il a livré la marchandise, il pourra quand même exercer son recours combien contre le tireur. Monsieur? Oui, monsieur Mkhalouf. Oui, je vous écoute. قلنا نورمالمون فاش لو تيغي مثلا كندير كونفيونس في لو تيغور وسيني على يعني اكسبت على لي لتر دو شونج هو من بعد ما ريسيفواش داك ليز ديالو دونك ما يبقى شي حق انه يقول له انت ما صيفطيليش حيت ديجا راه سينيا دونك ما يمكنش يقول له انت ما صيفطيليش دونك انت قلت لنا هذه يقول له علاش انت ما صيفطيليش الاول حيت كذا. Et si je parle du cas dans lequel il a accepté, d'accord, mais il refuse de payer. Je parle du défaut de paiement lorsque l'échéance arrive. D'accord, monsieur Mohamed? Monsieur, j'ai compris, oui. حيت فاش قلتي لي ما غاديش يبغي يبي داك لو بينيفيسيير دونك ولو بينيفيسيير براسو ما داش ان بروتي دونك انت قلتي لنا بانه لو تيغي غادي يقول لو بينيفيسيير انت براسك ما درتيش واحد الواجب عليك وانا براسي ما دونك يعني le porteur, c'est le porteur qui va dire au tireur, vous-même, vous n'avez pas accompli votre mission, qui est votre obligation, qui est la livraison de la marchandise. Alors, pourquoi vous me demandez de faire un proté? Il faut d'abord que vous accomplissiez votre obligation de livrer la marchandise et par la suite, me demander de faire un proté. D'accord, Mohamed? مسيو يعاود لهاد جوج لهاد لابارتي هادي الا بغيت. Bien sûr. Je ne suis là que pour faciliter l'accès et la compréhension de la matière. Monsieur, donc, je répète. Monsieur, si vous permettez, je voudrais intervenir dans la même question de monsieur Mkhlouf. Je crois que nous avions une confusion dès le début. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler, je crois, de l'acceptation et des litiges d'acceptation. Et là, je crois que vous êtes en train de parler des litiges au niveau paiement, donc arrivé à l'échéance. Si j'ai bien compris. Merci, monsieur. C'est bon, monsieur. Donc, nous sommes toujours au stade de l'acceptation. Je vous ai dit que, supposons que le tiré n'a pas accepté. Et n'a pas accepté pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas reçu provision. Lorsque je dis provision, il faut la comprendre de cette façon. Il n'a pas reçu les marchandises que le fournisseur doit lui livrer. Donc, lorsqu'on n'accepte pas, le bénéficiaire doit établir un proté. Ou bien, puisque nous avons dit que la présentation à l'acceptation est facultative, le bénéficiaire peut ne pas demander l'acceptation avant et attendre jusqu'à l'échéance et demander directement le paiement. Est-ce clair jusqu'à maintenant? Nous avons dit que l'acceptation... Monsieur, كنت قلت لنا قبل بما انه لو تيغي مازال ما داش اكسبتاسيون دونك نورمالمون لو بينيفيسيير مازال ما عندوش الحق يدير ان بروتي يقدر غير يدوموندي لاكسبتاسيون واش لنا لو بروتي يديرو فاش يكون مثلا اكسبتا وصل ليشيونس ولو تيغي ما خلصوش دونك تما غيدير واحد البروتي وغيمشي يدعى معاه في المحكمه دونك بما انه لو تيغي مازال ما اكسبتاش كاع دونك اصلا ليشيونس اصلا مازال ما تحددش حيت قلنا فاش كنبداو يعني نحسبوا ليشيونس لو كا في تيغي كي سيني كي اكسبتي. Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que si le tiré refuse d'accepter,
le bénéficiaire ou bien le porteur légitime peut commencer dès cet instant ses recours. Il peut dès cet instant établir un protêt parce que j'ai dit, à partir de ce moment, il soupçonne le tiré de ne pas payer le jour où l'échéance arrivera. Puisque vous avez refusé dès maintenant l'acceptation, je serai fondé de demander directement à la justice dès maintenant. Je vous soupçonne dès maintenant. Vous m'avez donné l'impression que vous n'allez pas payer dès maintenant. Alors, pourquoi je vais attendre encore plus? Si vous voulez que j'attende, l'esprit tranquille, il faut accepter. Si vous n'acceptez pas, dites-moi vos raisons. D'accord? Vous n'avez pas reçu provision. D'accord, c'est le tireur qui va régler ce problème, ainsi de suite. Mais je vous ai dit aussi que l'acceptation est facultative. La présentation par le porteur est facultative. Ce porteur légitime peut choisir de ne pas demander l'acceptation et attendre jusqu'à l'échéance et demander directement le paiement. Donc, que ce porteur a déjà demandé l'acceptation, ou bien qu'il s'agit d'un porteur qui a attendu l'arrivée de l'échéance pour demander le paiement, dans les deux cas, si le tiré refuse, il doit établir un protêt. Donc, l'exemple que je donne ici, si il n'a pas, soit après refus d'acceptation ou bien refus de paiement, il n'a pas établi un protêt. Donc, s'il n'a pas établi un protêt, normalement, c'est un porteur négligent. Parce qu'en droit cambiaire, il doit établir un protêt. Il doit appeler un huissier de justice pour établir un acte judiciaire qui constate le refus d'acceptation ou bien de paiement. Dans ce cas, il ne peut pas, le tireur, je parle du tireur parce que nous sommes dans la partie, ne parle de tireur. Donc le tireur, dans ce cas, ne peut pas se débarrasser de son obligation. Pourquoi? S'il n'a pas encore fourni la provision, ça veut dire que tout le problème vient du tireur. Donc il ne peut pas se débarrasser de son obligation. En arguant, en présentant comme argument que c'est vous qui êtes fautif en tant que porteur puisque vous n'avez pas établi un protêt. Oui, je n'ai pas établi un protêt. Mais vous êtes le vrai fautif parce que c'est vous, en tant que tireur, qui nous a créé des problèmes puisque vous n'avez pas encore livré les marchandises. C'est ce que je voulais dire à travers ce point-là. D'accord? Oui, monsieur, ça fait c'est clair? Oui, monsieur. Pour moi, oui. Bien. Belkhassam, Faisal, c'est bien. Faites-moi comme ça si c'est bon. C'est parfait, monsieur. Merci. D'accord. Donc, on passe au troisième point qui est l'intérêt toujours pour le porteur. Donc, lorsque le porteur maintenant est diligent, ça veut dire quoi diligent? C'est le contraire de négligent. Ça veut dire, elle a fait ce qu'il fallait faire au moment opportun. S'il y a défaut d'acceptation, il disposera d'un recours extra-cambiaire contre le tiré sur le fondement de la provision. D'accord? Ça veut dire, s'il y a un défaut d'acceptation, lorsque je dis le porteur diligent, ça veut dire il a établi le protêt juste après le défaut d'acceptation. Donc, dans ce cas, il peut demander un recours extrajudiciaire pour qu'il soit le vrai propriétaire de la provision. En cas de procédure collective maintenant, ça veut dire si l'entreprise à qui on demande le paiement
est une entreprise en difficulté à laquelle on applique les dispositions du livre 5 du Code de commerce. Nous avons ouvert envers cette entreprise une procédure collective. Bien sûr, je suis en train de parler du tireur. Étant donné que la transmission de la traite opère, concomitamment, transmission de la provision. Dans ce cas, il pourra revendiquer si il est constitué un droit de propriété pour la provision, sur la provision. Autrement dit, même si l'entreprise est en difficulté, normalement, puisque ce tireur a créé un titre, c'est parce qu'il devait livrer des marchandises. Ces marchandises ne sont pas encore livrées, donc il devient ma propriété en tant que porteur légitime. Ça veut dire, autrement dit, le porteur légitime devient tout le temps qu'il n'est pas encore payé, c'est lui le vrai propriétaire de la marchandise, qu'elle soit entre les mains du tireur ou bien entre les mains du tiré. Est-ce compris? Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un porteur négligent, ça veut dire qui a oublié, à tort ou à raison, d'accomplir un acte, d'établir un proté. Dans ce cas, l'absence de fourniture de provision offre au porteur la possibilité d'exercer le recours cambiaire dont il est en principe déchu contre le tireur. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Ça veut dire, en principe, puisqu'il est négligent, les recours, il ne peut pas poursuivre ses autres signataires en justice sur la base du droit cambiaire. Mais puisque le tireur est lui aussi fautif, donc le droit qui normalement en principe était frappé de déchéance renaît. Et je pourrais toujours poursuivre le tireur en justice parce que lui aussi n'a pas accompli son obligation de livraison de la marchandise. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. La nécessité maintenant de la provision. Donc, toujours nous sommes au stade de la nécessité de la provision. Quelles sont ces créances qui peuvent constituer provision? Jusqu'à maintenant, nous avons toujours donné l'exemple des marchandises, et c'est le cas le plus fréquent. Le plus souvent, la lettre de change est émise dans le cadre d'une opération, d'un contrat de fourniture de marchandises, de livraison de marchandises. Donc, l'acheteur demande la livraison d'un certain nombre de marchandises au fournisseur. Le fournisseur devient le tireur et il tire, et il donne le titre à un bénéficiaire. Donc, c'est le cas le plus fréquent. Mais, la provision peut être constituée par un prêt. Je peux vous donner de l'argent comme un prêt dans le cadre d'un contrat déterminé. Et lorsque je parle d'un prêt, tout prêt en commerce vaut de l'argent. Donc, si je te prête l'argent, c'est avec des intérêts. N'est-ce pas? Donc, nous sommes des commerçants. Tout commerçant cherche à réaliser un profit. Donc, je peux vous donner de l'argent et tirer sur vous une lettre de change dont le montant correspond au montant du prêt augmenté des intérêts. Donc, dans la pratique, l'exécution de ce contrat de prêt se traduira par le tirage de plusieurs lettres de change
dont la date de paiement correspond à des dates d'échéance différées. Donc, exemple, je vous donne 100 000 dirhams. C'est le cas des banques. C'est par exemple ce que font les banques. Donc, je vous donne 100 000 dirhams, mais je vais fractionner le paiement en 4 reprises ou bien 5 reprises. Donc, vous allez me donner 25, plus 25, plus 25, plus 25. Donc, je vous ai à la fin de l'année, je vous ai donné 100 000, vous allez me rendre 125 000. D'accord? Après 5 échéances. La troisième possibilité, c'est la souscription d'un cautionnement. Le cautionnement peut aussi constituer une provision. Donc, dans ce cas, le tiré est comparable à un garant. C'est un garant qui sera actionné par le tireur prêteur. En cas de défaut de remboursement de l'emprunteur, à l'échéance de la lettre de change, donc la provision réside dans le cautionnement consenti. Je vous ai donné un cautionnement, vous me devez de l'argent. D'accord? Donc, je répète, le cas le plus fréquent par lequel on peut constituer provision, c'est la fourniture des marchandises. C'est le cas le plus utilisé. Mais le prêt aussi peut constituer provision et le cautionnement peut constituer provision. Parfois, maintenant, cette provision n'existe pas. Il n'y a ni prêt, ni cautionnement, ni marchandise. C'est ce qu'on appelle une provision fictive. Qu'est-ce qu'une provision fictive? C'est lorsque les contractants se mettent d'accord pour qu'une partie reçoit de l'argent à travers l'escompte d'une lettre de change sans qu'il y ait une vraie relation commerciale entre les deux. Donc, c'est une pratique bien sûr, dans la plupart des cas illégale et qui est contraire à ce que le législateur a recherché à travers la réglementation produite pour la lettre de change. Donc, c'est ce qu'on appelle les effets de complaisance. De complaisance entre les commerçants. Ils sont dénués de toute provision. Il y a absence de provision. La doctrine distingue entre deux types d'effets de complaisance. D'un côté, les bons effets de complaisance qui sont légaux, pour lesquels on ne peut pas poursuivre la personne en justice, les commerçants en justice, et il y a des mauvais effets de complaisance. Commençons par les bons effets de complaisance. Donc, ici, la pratique peut se résumer ou bien peut se présenter à la lumière de l'exemple suivant. Un commerçant qui a un besoin urgent de liquidité, j'ai besoin d'argent, va tirer une traite et la présente à un autre commerçant avec lequel il établit des relations de confiance. Par exemple, moi je suis commerçant, M. Belkacem, un autre commerçant. Je prends mon téléphone, je lui dis, j'ai vraiment besoin d'argent, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer sur toi une lettre de change. Je vais remplir la lettre de change correspondant à une somme de 100 000 dirhams et je vais vous demander, M. Belkacem, de l'accepter. Qui est le bénéficiaire? C'est moi-même. Donc nous avons des relations de confiance que nous avons développées depuis longtemps, M. Belkacem. Donc vous allez accepter. Qu'est-ce que je vais faire?
Donc, cet effet de commerce, cette lettre de change a été émise avec une échéance de 60 jours. Donc, je sais que d'ici 60 jours, j'aurai la liquidité nécessaire pour vous rendre votre argent. Une fois vous acceptez, je vais présenter. Vous n'avez pas de l'argent, monsieur Belkacem. Vous n'allez pas me prêter de l'argent. Vous allez juste apposer votre signature, comme quoi vous avez accepté, pour que je puisse la présenter à ma banque pour endossement. La banque va l'endosser. Donc, lorsqu'on demande d'endossement, bien sûr, la banque va me donner l'argent, mais il va prélever des intérêts. Il va prélever des commissions pour elle. Et pourquoi il va prélever des commissions? Parce qu'il va attendre les 60 jours avant qu'il se paye. Donc, une fois la date d'échéance arrive, moi, en tant que commerçant, j'ai déjà utilisé cet argent et j'ai déjà acheté des produits et je les ai déjà vendus et je me suis constitué la liquidité nécessaire. Donc, dans ce cas, je vais donner l'argent à M. Belkacem qui va la mettre sur son compte bancaire et la banque, à l'échéance, va se faire payer directement. C'est bon? Donc, dans ce cas, il n'y a aucun problème. Ce sont des effets qui restent valables, ce sont des effets qui restent licites. Le législateur ferme les yeux pour laisser le commerce se développer. D'accord? Cependant, il y a d'autres effets qu'on appelle des effets de complaisance mauvais. Les mauvais effets de complaisance. Il s'agit d'une opération dans laquelle le tireur s'arrange avec le tiré et lui demande de la même façon d'accepter une lettre de change. Il met la banque bénéficiaire et lui remet la lettre de change. Par la suite, il recevra la somme de la convention d'escompte et il va espérer qu'à l'échéance, il aura l'argent à fournir au tiré. Malheureusement, à l'échéance, il ne peut pas payer. Il n'a pas pu constituer la liquidité, la somme d'argent correspondant pour la donner au tiré afin de rembourser la banque. Parce que normalement, c'est une relation entre la banque et le tiré. Le tiré s'est engagé parce qu'il a confiance dans le tireur. Mais à l'échéance, le tireur n'a pas encore fourni l'argent au tiré qu'il va utiliser pour payer la banque. Donc, en principe, c'est une lettre de change qui est valable. Mais le but recherché était la fraude. Donc voilà pourquoi on dit qu'il s'agit d'un mauvais effet de complaisance. Donc dans ce cas, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas? Deux problèmes se posent. Parfois, nous avons des lettres de change qui sont produites et créées de la part des deux commerçants. Moi, M. Belkacem est en difficulté financière, moi aussi je suis en difficulté financière. Donc, qu'est-ce que on va se mettre d'accord que moi je vais tirer sur lui une lettre de change et lui il va tirer sur moi une lettre de change et tous les deux on va les présenter à nos banques pour paiement. Donc là, il y a une mauvaise intention. Puisque vous me devez de l'argent et moi je vous dois de l'argent, on va faire la compensation. D'accord? Donc, au lieu de faire la compensation, deux entreprises en difficulté se tirent des traites l'une sur l'autre. Il y a ici une mauvaise intention qui sera sanctionnée par les autorités judiciaires. Deuxième problème qu'on rencontre généralement, c'est la production des lettres de change de cavalerie. Ça veut dire quoi, lettres de change de cavalerie?
Il s'agit d'un processus financier où chaque fois que que l'échéance arrive, le tireur produit un autre effet avec un montant bien sûr supérieur pour rembourser l'ancien. Chaque fois que l'échéance arrive, il va produire un nouveau effet, une nouvelle lettre de change. Et il va l'escompter pour pouvoir rembourser l'ancienne lettre de change, ainsi de suite. Donc, de cette façon, les intérêts se cumulent et à un moment donné, on se trouve devant le problème de l'impossibilité de payer tous les intérêts qui se sont cumulés suite aux demandes d'escompte répétitives. On n'a pas l'argent, mais on essaie tout simplement de prolonger les délais de paiement en oubliant que les intérêts peuvent nous pousser à se positionner dans des situations très difficiles financièrement. Donc la situation s'aggrave de plus en plus. Donc ce sont des effets illicites, ce sont des effets qui sont sanctionnés par la justice. Donc voilà, nous avons terminé la première garantie de la lettre de change, garantie conventionnelle. On passe maintenant à la deuxième garantie conventionnelle qui est l'aval. Que j'ai tardé, je vais faire vite. Donc deuxième garantie, l'aval. Qu'est-ce que l'aval? Donc l'aval est une autre garantie que permet le Code de commerce, notamment par son article 180, pour encourager les commerçants à avoir confiance dans ce titre, qui représente certes de l'argent, mais de l'argent qu'on va recevoir plus tard. Donc, il s'agit d'un engagement pris par une personne de régler tout ou partie d'une lettre de change à l'échéance en cas de défaut de paiement du débiteur garanti. Donc, normalement, nous avons dit que c'est une relation triangulaire entre monsieur X qui est le fournisseur, monsieur Y qui est l'acheteur et le bénéficiaire. Le bénéficiaire peut exiger parfois qu'une autre personne, monsieur Mkhlouf, va garantir monsieur Belkacem. Soit il va garantir la totalité de la somme, soit il va garantir une partie de la somme. Comme ça, lorsque le bénéficiaire aura l'esprit tranquille, et même les endosseurs, ceux qui vont recevoir le titre par la suite, vont dire, voilà, nous avons quelqu'un qui est solvable, qui est monsieur Mohamed Mkhlouf, et si jamais le tiré ne sera pas en mesure de me payer, je vais poursuivre l'avaliste. D'accord? Donc, il s'agit d'une sûreté conventionnelle et personnelle. Le plus souvent, c'est le banquier escompteur qui exigera de l'associé ou bien du dirigeant un aval afin de garantir la société signataire de la traite. Donc, généralement, les banques demandent ce genre de garantie. Il va dire, oui, j'accepte de payer à condition que vous vous portez garant, vous-même. Si vous ne payez pas par la suite, je peux vous poursuivre en justice et je peux vous faire rentrer en prison. Donc, la personne dont l'aval émane est appelée donneur d'aval, avaliseur ou bien avaliste. Les trois termes sont utilisés. Le débiteur garanti, elle est appelée avalisé. Donc, normalement, le titre doit préciser pour qui l'aval est donné. Parfois, on donne l'aval au tireur, parfois on donne l'aval au tiré. On ne va pas garantir le bénéficiaire parce que c'est lui qui demande cet aval. C'est entre le tireur et le tiré. Si le titre ne précise pas pour qui nous avons donné l'aval, il est présumé être donné au tireur. D'accord? Au tireur. Parce que c'est lui qui a créé le titre. Donc, exemple, une petite société passe une grande commande, le fournisseur veut une garantie car la somme est bien supérieure au capital social. Donc,
une somme pour laquelle nous sommes engagés qui dépasse notre capital social, bien sûr, les personnes avec qui on contracte vont soupçonner l'opération et ils peuvent demander qu'une garantie personnelle soit ajoutée à ce titre. Donc, le fabricant va exiger une garantie personnelle en demandant au gérant de donner l'aval sur la traite, c'est-à-dire cautionner solidairement la dette de la société. Mais c'est plus fort qu'une caution solidaire car le donneur d'aval est à la fois donneur d'aval et caution solidaire. Voilà l'intérêt de cet aval. Les conditions maintenant de l'aval. Donc, les conditions de l'aval, d'abord, l'aval doit être donné sur la lettre de, peut être donné sur la lettre de change ou bien sur une allonge. Ça veut dire un papier avec la lettre de change, avec la mention bon pour aval. Mais il peut aussi être donné dans un acte séparé complètement de la lettre de change. L'aval peut résulter tout simplement de la simple signature du donneur d'aval sur une partie que nous avons présentée la dernière fois sur la lettre de change formalisée qui est produite par la banque. L'aval doit préciser au profit de qui il est donné, comme je viens de dire, sinon il est présumé être donné au débiteur. Il est présumé être donné en faveur du débiteur, bien sûr toujours pour le compte du bénéficiaire. On va terminer avec les effets de l'aval. Donc, le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Ça veut dire, si le tiré ou bien le tireur ne remplit pas son obligation, c'est vous en tant que tireur qui va supporter les charges. C'est vous qui doit payer à sa place. Deuxième point, l'engagement du donneur d'aval est valable alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle. Pour toute raison, ou bien pour un vice de forme. Il s'est porté garant, il va rester garant. Lorsque l'avaliste, ou bien le donneur d'aval paye, il acquiert tous les droits correspondant à un propriétaire légitime de la lettre de change. Et il peut utiliser cette lettre de change pour poursuivre tous les autres signataires. Toutes les personnes qui étaient tenues envers le tiré. Envers le bénéficiaire. Qui l'a payé à la place du tiré. Donc, s'il a payé pour l'avaliser, défaillant, il a un droit de recours non seulement contre lui, mais contre tout signataire de la lettre de change en vertu du principe cambiaire de solidarité. Donc, le principe de solidarité s'applique tout le temps. Même si moi je suis donneur d'aval, c'est vrai, je me suis porté garant et j'ai rempli ma mission et mon obligation en payant le bénéficiaire. Donc, je reçois le titre. Donc, cette réception de titre me donne la possibilité de poursuivre par la suite les autres personnes signataires qui normalement n'ont pas rempli une obligation déterminée, qui était négligent. D'accord? Donc, voilà. Monsieur, donc, le donneur d'aval qui est le bénéficiaire non payé, qui est le حق بحال un bénéficiaire, اللي هو non payé. Exact. Lorsque vous payez, vous recevez le titre. D'accord? Une fois vous payez, vous devenez le propriétaire du titre. Exactement. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Rapidement, s'il vous plaît, parce que j'ai programmé la séance pour 1h30. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas rapidement. Tout est clair? Pour moi, c'est OK, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur Belkacem. Donc, j'espère que... Oui, vous écoutez? Merci, monsieur. Merci, Dua. Tout est clair. Monsieur, si je peux me permettre de vous rappeler vendredi prochain, ça sera férié.
Qu'est-ce que vous comptez faire? D'accord, donc on va essayer de programmer la séance mercredi. Ça vous va? L'après-midi, monsieur, si vous voulez bien. Quelle heure, monsieur? L'après-midi, d'accord. Vous êtes C'est tous parce pour que- l'après-midi? Non, monsieur, on a une séance en S3 si vous pouvez prolonger ou quelque chose. Donc ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc je vais essayer de la programmer vendredi. Donc de toute façon, je vais voir et vous êtes libre les après-midi. Je vais voir votre emploi du temps et on va la programmer peut-être après 18 heures. Ça sera possible? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Donc, j'espère que j'étais clair dans cette séance. J'espère, si vous n'avez pas encore bien compris quelque chose, n'hésitez pas à me contacter par écrit. Donc, je reste à votre disposition pour clarifier encore plus les choses. Donc, cela dit, on va essayer de programmer une séance au cours de la semaine, un après-midi, pour ne pas être dépassé, pour maintenir ce rythme avec lequel on travaille. Et donc, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre attention, pour votre écoute, pour l'intérêt que vous portez à cette matière. Donc, vous allez comprendre encore plus lorsqu'on arrivera à un stade où on va mettre en pratique ces connaissances dans des cas pratiques. Et dans ce cas, vous allez comprendre mieux en pratiquant. Donc, merci de votre attention et à très bientôt.